La compilation manuelle des résultats, pomme de discorde entre les commissaires de la CENI a été résolue avant même la fin du processus. Depuis hier 16h temps universel, la proclamation des résultats provisoires a recommencé et se poursuit. Le retrait des 5 commissaires représentant l'opposition politique des travaux de publication des résultats de la CENI a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Mais en réalité, c'est un retrait qui n'était pas de nature à bloquer définitivement la proclamation des résultats. Toutes les explications à suivre tout de suite avec notre expert en la matière. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BF1. Vous le savez, depuis hier à 16h, la Commission électorale nationale indépendante a recommencé la publication des résultats provisoires du double scrutin de ce 22 novembre. La suspension avait suscité beaucoup de polémiques, tant la majorité des Burkinabés ne savaient pas ce qu'elle pourrait engendrer. Eh bien, la rédaction de BF1 a voulu en savoir davantage pour vous sur la question. Toutes les explications du professeur Djibrina Ouedraogo, c'est dans ce reportage signé Roméo Kuita. L'absence des représentants de l'opposition siégeant à la Commission électorale nationale indépendante peut-elle véritablement bloquer le fonctionnement de l'institution? La question fait débat depuis que les 5 commissaires de l'opposition ont suspendu leur participation aux plénières de la CENI hier lundi 23 novembre. Situation qui a amené le président de la Commission électorale à suspendre la proclamation des résultats provisoires et partiels. Alors, que dit le code électoral sur la question? Le professeur Djibrina Ouedraogo, enseignant agrégé en droit public, explique que l'article 8 du code électoral prévoit des solutions face à un tel contentieux. Alors cet article 8, à compter donc de son alinéa 4, pose ceci que si le quorum n'est pas atteint, la réunion est reportée à une date qui ne saurait excéder 48 heures. Dans ce cas, la réunion se tient quel que soit le nombre des membres présents. Donc, ce qui veut dire que dans la situation actuelle, si le président de la CENI constate toujours l'impossibilité pour son institution de siéger faute de quorum, il n'avait donc, conformément à cette disposition, à reporter la réunion. Mais au-delà de 48 heures, on n'a plus besoin, en tout cas, on n'est plus obligé d'atteindre le quorum qui était initialement prévu. Et je reprends, quel que soit le nombre de membres présents. Mais même au pire des scénarios où l'institution électorale serait dans l'incompétence de donner les résultats, le Conseil constitutionnel peut tout de même proclamer les résultats après expiration du délai imparti à la CENI, comme ce fut le cas de la Côte d'Ivoire en 2010. Oui, on se retrouve presque dans cette configuration, parce qu'en Côte d'Ivoire en 2010, le code électoral donnait normalement 3 jours à la CEI, Commission électorale indépendante là-bas, pour pouvoir proclamer les résultats provisoires. Et on était déjà au-delà des 72 heures, ce qui a fait que le Conseil constitutionnel s'est auto-saisi. Alors chez nous, est-ce que on va arriver à cette situation ivoirienne? Parce que le code donne un délai plus important que ce qu'on a en Côte d'Ivoire, puisque la CENI a 7 jours pour proclamer, et le code même rajoute qu'elle peut encore demander 3 jours supplémentaires au Conseil constitutionnel. Et on suppose que si jamais la CENI n'arrive pas à proclamer les résultats provisoires, le Conseil constitutionnel, la Constitution lui permet dans tous les cas de s'auto-saisir sur toutes les questions relevant de sa compétence. Une situation d'incapacité de la CENI à accomplir sa mission n'est pas encore à l'ordre du jour. D'ailleurs, hier lundi, sur le plateau de nos confrères de la télévision nationale, le président de la Commission électorale nationale indépendante rassurait qu'il serait dans les délais, sauf cas de force majeure. Ce mardi, sur les 15 commissaires que compte l'institution, 10 ont répondu présents, permettant à la CENI de siéger et de poursuivre la proclamation des résultats provisoires et partiels, bien que les 5 représentants de l'opposition soient absents. Ces derniers ont posé comme préalable la fin du comptage manuel des résultats, selon Newton Ahmed Barry.
Aux dernières nouvelles, ces 5 commissaires auraient regagné la plénière. Si la situation restait en l'état, des risques de tension post-électorale planaient sur le Burkina Faso. Pour réussir le pari d'élection apaisée, des observateurs internationaux ont tout de suite engagé des pourparlers auprès de la majorité et de l'opposition. Des échanges fructueux étant tentés de dire. On fait le point de la rencontre avec le parti au pouvoir avec Abdouaziz Sarré. C'est une rencontre qui vise à éviter des tensions post-électorales qui se profilent à l'horizon. 72 heures après les votes, les observateurs de la CEDEAO, de l'Union européenne et des Nations unies sont venus s'enquérir de la position du MPP suite à la sortie de l'opposition. Le CEFOP menace de ne pas reconnaître les résultats des élections si la compilation des résultats n'est pas faite de façon manuelle en plus de celle électronique. Pour le parti au pouvoir, il n'y a aucun problème à cela. Il donne son accord pour procéder ainsi. À entendre les propos du président de la CENI, la compilation manuelle et compilation électronique, c'est les deux qui sont prévus dans le code. Et nous sommes d'accord effectivement qu'on s'en tienne à ce qui est prévu dans le code. Voilà. Et vous avez entendu que le président de la CENI a dit qu'il commençait immédiatement à faire la compilation manuelle. Donc, on peut dire que ce n'est plus un point qui peut nous opposer. Nous sommes d'accord qu'on applique ce qu'on a décidé consensuellement. Dans ces différentes récriminations, le chef de file de l'opposition fait aussi état de vote des citoyens dans certaines zones où il n'était pas prévu des élections. Sur ce point, le MPP demande au juge des élections de prendre la décision qui sied. Si on n'avait pas prévu et qu'il y a eu des élections, il n'y a aucun problème à résoudre cette question qui est facile à résoudre. Voilà. Là où on devait ouvrir des bureaux de vote et qu'on n'a pas ouvert, là également, ça a été, disons, ça a impacté aussi bien la majorité que l'opposition. Voilà. Donc, à ce niveau-là, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que, alors que nous sommes tous soumis à ces désagréments, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes open. Et toute décision qui doit sortir de là, nous, on n'a aucun problème, aucun problème. Avant le mouvement du peuple pour le progrès, les observateurs étrangers avaient rencontré les partis de l'opposition signataires de l'accord politique. Les observateurs ont pu recueillir leur avis sur la situation politique actuelle. La Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections, elle aussi, s'apprêtait à entreprendre des négociations auprès des acteurs concernés pour des élections apaisées. Elle l'a fait savoir hier au cours d'une conférence de presse tenue pour faire le point de son observation. L'on retiendra que la CODEL a pu noter des irrégularités, mais qui ne sont pas de nature à entacher la crédibilité de ces élections. On voit tout cela avec Benjamin Kouame. Il y a eu plusieurs irrégularités dans les élections du 22 novembre. Ces irrégularités, révélées par la Convention des organisations de la société civile pour l'observation des élections, se rapportent à la non-disponibilité de matériel électoral dans certains bureaux. Absence de liste électorale, d'isoloirs, de procès-verbaux, absence de bulletins pour les législatives, pour ne citer que ceux-ci. À cela s'ajoute la distribution erronée de bulletins de vote pour les législatives. Par exemple, à Pama, région de l'Est, province de la Compiègne, plus de 35 personnes ont voté avec des bulletins de vote destinés à une autre province. Le même problème nous a été signalé à Oundé, à Bobo-Dioulasso et à Kombisiri. Nous avons constaté l'absence ou l'arrivée tardive de forces de sécurité dans certains bureaux de vote dans la région du Nord, cas de Mako, Kaseba, Samou, Zongo, Zondoman-Dalougou, à Boursi et à Tangay. La CODEL a enregistré également des violences dans cette élection, mais elles sont plutôt verbales, saccage d'affiches, intimidation et achat de conscience. Sur la quarantaine d'irrégularités révélées, 90% ont été résolus par la CENI, indique la CODEL. Les dysfonctionnements qui ont marqué ces élections ont été résolus entre 6h et 9h
entre la CODEL et la CENI. Par exemple, l'ouverture du bureau de vote, l'absence de matériel dans certains endroits. Et c'est le travail patient que nous avons fait, qu'a fait la CODEL. Alidou Ouedraogo précise également que ces dysfonctionnements n'attachent pas la crédibilité des votes. À ce jour, la CODEL se réserve le droit de déclarer qu'il y a eu des fraudes dans cette élection. Pour la reprise du dépouillement des votes, l'organisation souhaite entamer des pourparlers avec la CENI et les acteurs politiques pour une issue favorable sur la question. Des élections pour le choix des dirigeants du pays, ces dirigeants devraient surtout gérer de façon vertueuse les ressources publiques. Le CIFWEB, le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget qui prône cette gestion vertueuse, l'a traduit ce vendredi dans une pièce théâtrale intitulée « Nous ne sommes pas des cons ». C'est une représentation du club CIFWEB de l'Université Saint-Thomas d'Aquin qui interpelle. Justin Amonto, précision. C'est avec une scène dramatique qu'a débuté cette pièce théâtrale titrée « Nous ne sommes pas cons », initiée par le club CIFWEB de l'Université Saint-Thomas d'Aquin. La pièce conte l'histoire d'une population villageoise face au jeu des politiciens ainsi qu'à la colère des ancêtres. La participation et le contrôle citoyen pour une gestion vertueuse des ressources publiques de manière durable est le thème de cette pièce. Pendant 7 jours, 7 nuits, nous envoie, manger, Cette pièce, en fait, nous l'avons mis en scène parce qu'on a vu que le théâtre, en plus d'être un outil de divertissement, et c'est un moyen, c'est aussi un vecteur de conscientisation et de sensibilisation pour que nous, les jeunes, nous puissions prendre conscience, pour que nous puissions participer et en même temps contrôler l'action gouvernementale. Nous pensons que le message est passé et les gens ont répondu présent. Vous conviendrez avec moi que la scène que les gens ont suivie, ils ont vraiment aimé. Nous pensons que, en tout cas, le message est passé. Durant 1h45 minutes, comédie, manipulation politique, abus de pouvoir, corruption et intimidation sont évoqués sur cette scène. Pour ces jeunes acteurs et actrices, la femme africaine joue un rôle important dans le contrôle des ressources d'un pays. La femme déjà est le pilier de la famille, donc je pense qu'elle doit être aussi le pilier de notre nation. Elle doit être toujours là, présente dans toutes les activités du pays. L'idée m'est venue à travers ce que je vois dans certains villages. Moi-même ayant fait un peu la campagne, j'ai vu que deux fois la politique s'intéresse beaucoup plus aux choses de la ville, mais le côté villageois, franchement, c'est délaissé. Raison pour laquelle j'ai essayé de créer cette pièce à travers ça, pour dénoncer un peu ce que l'on fait au niveau du village et un peu aussi ce qui concerne la ville, les fonds qui sont un peu détournés à d'autres fins. Cette pièce est le fruit d'une collaboration entre le club CIFWEB de l'Université Saint-Thomas d'Aquin, la faculté de droit de l'USTA et la troupe théâtrale Gontiogo. Ils s'engagent ainsi à traiter différents faits sociaux pour sensibiliser chaque mois les jeunes étudiants burkinabés. Changement de registre à présent et nous parlons sécurité routière. Le Lions Club Oasis de Ouagadougou, district 403A3, déterminé à en finir avec le phénomène des accidents de la circulation et sur le terrain de la sensibilisation. En collaboration avec les acteurs engagés dans cette lutte, il a initié à l'endroit des conducteurs de tricycles une formation sur les règles élémentaires du code de la route. Les précisions avec Archimede Boy. Boukari Savadogo est agent à la Direction générale des transports terrestres et maritimes. Face à lui, dans cette salle, des conducteurs de tricycles. Il leur explique les modalités de délivrance des titres de transport et l'importance de posséder une assurance, document nécessaire en cas de sinistre. Des aspects souvent négligés par ces usagers de la route. Nous constatons que ce n'est pas pris en compte toutes ces mesures
réglementaires, mais nous travaillons et que à chaque fois pour qu'ils puissent se conformer. Raison pour laquelle ces genres d'ateliers de formation est la bienvenue et nous sommes toujours disposés à accompagner toute initiative tendant à formaliser ces genres d'agents économiques. Cette formation est initiée par le Lions Club Oasis de Ouagadougou, district 403A3. Cette organisation veut ainsi inculquer les bonnes pratiques en matière de sécurité routière et réduire les accidents de la circulation. Lorsqu'on regarde de près, les causes de ces accidents sont très souvent la méconnaissance du code de la route ou carrément des mauvaises pratiques que ces acteurs-là, en tout cas, empruntent lorsqu'ils sont sur les voies. Donc, le club Ouaga Oasis, qui fait partie du Lions Club International, qui œuvre pour le bien-être des populations, qui est un club de service, a cru bon, a pensé bon d'organiser cette formation pour renforcer les capacités de ces acteurs-là. Plusieurs acteurs sont impliqués dans cette lutte pour la sécurité routière, notamment la police municipale et l'ONASER, l'Office national de la sécurité routière. Ces entités apportent également leur touche à cette session de formation pour que sur nos routes, il y ait moins de dégâts dus aux accidents. L'Institut national de la statistique et de la démographie, lui, vient de livrer l'indice harmonisé des prix à la consommation IHPC. L'IHPC, si vous ne le savez pas encore, est un indice qui sert à mesurer chaque mois le rythme de la hausse des prix d'un ensemble de biens de consommation. Présenté officiellement ce jeudi, il est passé de 101 à 106 entre janvier et septembre, une augmentation due en partie par la pandémie de la Covid-19, nous dit Archimède Boya. La pandémie de la Covid-19 a eu des répercussions sur la hausse des prix d'un ensemble de biens de consommation au Burkina Faso. C'est ce qui ressort de la présentation officielle de l'indice harmonisé des prix à la consommation publié ce jeudi par l'INSD, l'Institut national de la statistique et de la démographie. De janvier à septembre de cette année, il a connu une hausse avec l'apparition de la maladie à coronavirus. Pour ce qui concerne l'impact de la Covid-19 sur les prix à la consommation, nous constatons au regard de l'évolution de l'indice mensuel des prix à la consommation que de janvier à avril, les prix, l'indice d'IHPC varie entre 101 et 102. Mais à partir de mai jusqu'en septembre, l'IHPC varie de 104 à 106 et cela montre que d'une manière générale, les prix ont connu une hausse à partir du deuxième trimestre par rapport au premier trimestre. En lieu et place de l'indice concernant la seule ville de Ouagadougou, l'INSD produit depuis 2017 ces chiffres à l'échelle nationale. Des chiffres qui s'appuient désormais sur les données de base de l'année 2014 au lieu de 2018. De quoi assurer des résultats de qualité. Avec l'indice l'année de base 2014, la couverture s'est améliorée. Maintenant, la collecte des données se fait dans 5 localités, notamment les régions du centre, de l'Est, des hauts bassins, du Sahel et du Nord. Et donc ça, c'est un gain qualitatif qu'on a au niveau de l'indice 2014. Il y a aussi la question d'adaptation aux habitudes de consommation. Comme vous le savez, les habitudes de consommation des ménages varient d'une période à une autre. Et l'indice devrait normalement s'adapter à ces évolutions. L'indice harmonisé des prix à la consommation sert à mesurer chaque mois le rythme de la hausse des prix d'un ensemble de biens de consommation. Il comprend plus de 700 variétés suivies dans 2137 points de vente repartis sur l'ensemble du territoire national. Et on met le cap à présent sur la boucle du Mouhoun où le projet 1 du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans le Sahel était sur les traces de ses réalisations. Du barrage agricole de Karakouka au bas-fond risicole de Lan, les acteurs chargés de la mise en œuvre du projet se sont réjouis des réalisations visitées. On voit tout cela avec Alexis Belmnaba.
Sur 76 hectares de bas-fonds aménagés en 2019, la société coopérative de riz Sababonyuma, principale exploitante, produit 4 tonnes de riz par hectare. Nous sommes à Lan, dans la commune de Safané, dans la boucle du Mouhoun. C'est la matérialisation du projet 1 du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans le Sahel. D'un coût d'environ 23 milliards de francs CFA, il est financé par la BAD et le gouvernement burkinabé. Le projet Peu un peu de reste est un projet conçu pour l'ensemble des 7 pays du SILS, dont l'objectif principal est de contribuer à améliorer la situation de sécurité alimentaire et nutritionnelle, de renforcer surtout la résilience des populations rurales. Il faut dire que le projet s'exécute autour de 3 principales composantes. Il y a la composante A qui concerne les infrastructures rurales, dont cette visite en fait l'objet. Il y a la composante B qui est le développement des chaînes de valeur et l'amélioration de l'accès au marché. Et il y a la composante C qui est la coordination et gestion du programme. Le barrage de Karakou est également aménagé. Une nouvelle digue est construite. Cet aménagement va permettre d'irriguer 6 hectares de terre pour la production des cultures de contre-saison. Il y a des villages qui n'ont ni accès aux pluies, ni accès à ce barrage. Et bien sûr, ça pose véritablement un problème de production agricole avec maîtrise d'eau. Et c'est ça qui fait que les poches de sécheresse ont un effet très négatif sur les productions par année où il y en a. C'est vrai qu'il n'est pas achevé, mais avec la quantité d'eau stockée, il va permettre d'abord d'alimenter le périmètre irrigué de 6 hectares qui va être aménagé cette année. Et bien sûr, un barrage, il n'y a pas seulement que le périmètre irrigué que ça va accompagner. Il y aura les éleveurs qui auront besoin d'utiliser ce barrage. Il y a aussi tous les 3 villages concernés. Les usagers vont utiliser cette eau pour faire mener des activités génératrices de revenus. Une satisfaction est affichée chez le secrétaire général de la boucle du Mouhoun. Pour lui, ces réalisations permettront d'atteindre l'autosuffisance alimentaire voulue par le président du Faso. C'est avec satisfaction que nous avons d'abord visité un premier site qui est le bas-fond risicole de Lao. Nous avons vu là-bas qu'en tout cas, il y a un grand travail qui a été fait par les producteurs, ce qui permet du coup, en tout cas, de tendre vers cette autosuffisance alimentaire recherchée par les autorités, en tout cas burkinabé. Nous avons vu là-bas qu'il y a à peu près plus de 76 hectares qui ont été aménagés, qui permettent en tout cas de produire plus de... en tout cas une grande quantité de tonnes de riz, en tout cas qui engrange plus de 15 millions de francs CFA. En tout cas, c'est une très grande contribution de ce village, en fait, de ces projets dans l'atteinte de l'insécurité, de la sécurité alimentaire, en tout cas dans notre pays. Le deuxième site aussi, c'est le barrage agricole de Karouka, qui est en tout cas aussi un joyau qui permet aussi, en tout cas, à lutter contre l'insécurité alimentaire. Des réalisations sont certes palpables, mais les producteurs veulent les résolutions d'un certain nombre de goulots d'étranglement. Il s'agit des difficultés d'écoulement de leurs produits, l'inaccessibilité aux sites de production, entre autres. Et avant de nous quitter, sachez que le monde entier fait une halte ce 25 novembre pour commémorer la journée contre les violences faites aux femmes. Fanny Vella, illustratrice française, loin des conférences et autres regroupements, elle a décidé de dessiner pour rendre hommage aux victimes de féminicide. Nos confrères d'Euronews sont allés à sa rencontre. Regardez. Elle s'appelait Aïssatou, Alexia, Marie ou Christelle. Toutes ont été tuées par leurs compagnons ou leur ex-conjoint. Mais pour éviter que ces femmes ne soient qu'une statistique de plus dans ce grand fléau des violences conjugales, une illustratrice lyonnaise a décidé de leur rendre hommage en dessin avec la série Derrière les chiffres.
Les chiffres qui avancent dans l'année, c'est quelque chose que je trouve dramatique, mais qui ne me parlait pas. Moi, ce qui me parle, c'est d'avoir un visage, un nom, un âge, savoir qui était cette personne. Les proches des victimes contactent l'illustratrice et lui décrivent comment était leur mère, leur sœur ou leur amie. Fanny Vella se charge ensuite de retranscrire au mieux la personnalité de ces femmes dans des portraits émouvants publiés sur les réseaux sociaux. On leur redonne un petit peu de visibilité à travers des portraits qui racontent que c'était des gens qui avaient des carrières, des amis, des passions, qui étaient des personnes qui rigolaient beaucoup, qui avaient aussi plein de défauts. Et c'était des gens qui peut-être ne montraient absolument rien à l'extérieur. Aude-Claire Dessertine était une très bonne amie d'Hilal, la première des victimes dessinées par Fanny Vella et tuée par son ex-conjoint en février 2020. C'était une collègue de travail, une amie, et elle était pétillante, pleine de vie. Pour elle, comme pour la famille d'Hilal, le portrait a eu un effet thérapeutique. Ça permet pour nous de la réhumaniser et que les gens puissent voir ce qu'on a perdu, ce qu'on nous a enlevé en fait. Et c'est important de montrer aussi que toutes ces femmes, elles étaient pas que des pauvres femmes battues qui pleurent toute la journée. Voilà, c'est pas ça le féminicide en fait. C'est d'effacer une femme qui est libre et c'est une histoire de propriété en fait. Ils se les approprient. L'année dernière, au moins 146 femmes ont été victimes de féminicide en France, soit près d'un décès tous les 2 jours. En cette journée de lutte internationale contre les violences faites aux femmes, les associations tirent une nouvelle fois la sonnette d'alarme. Avec cette année un contexte encore plus inquiétant. Du fait du confinement, les violences conjugales sont en hausse dans toute l'Europe. Selon l'OMS, les appels d'urgence ont augmenté jusqu'à 60% dans certains pays pendant le premier confinement. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour les actualités de la mi-journée sur BF1. Merci de votre aimable attention. Ne zappez surtout pas. D'ici là, nous vous proposons la proclamation des résultats provisoires des élections en direct du centre de compilation de la CENI. Agréable après-midi à toutes et à tous. Bonsoir.